Samedi 16 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Sandrine Pons, autrice de l'ouvrage 1899, Les étrangleuses de la rue Aragon, paru aux éditions Midi-Pyrénéennes dans la collection Cette année-là à Toulouse. Tout d'abord, je pense qu'on peut remercier la librairie Ombre Blanche de nous accueillir. Accueillir Sandrine Pons, que je vais vous présenter tout à l'heure, mais aussi accueillir la collection Cette année-là aux éditions Midi-Pyrénéennes, puisque, disons, à plusieurs titres, d'une part parce que cette collection est née un petit peu d'une rencontre entre l'éditeur Bernard Séden, qui est ici, et puis Christian Torel, le directeur de la librairie, fondateur de la librairie, qui déplorait qu'il n'y ait pas de petits livres qui se rapportent à l'histoire de Toulouse. Et cette idée a germé un peu dans l'esprit de Bernard Séden, et en discutant avec quelques personnes, notamment qui s'intéressaient à l'histoire, comme moi, on a peu à peu conçu cette collection. Et puis aussi parce que la librairie nous accueille. Donc l'année dernière, peut-être certains d'entre vous sont déjà venus, on a eu l'occasion de présenter les précédents ouvrages de la collection. Et nous démarrons aujourd'hui, donc j'espère qu'on aura un peu plus de public au fur et à mesure qu'on avancera, un cycle qui mensuellement donc présentera les différents ouvrages qui sont en cours qui viennent d'être publiés, puisqu'en plus du livre de Sandrine Pons, 1899, Les étrangleuses de la rue Aragon, on a 3 autres titres qui viennent de sortir. Un qui renvoie très loin dans la préhistoire, autour de 3900, pardon, avant notre ère, à l'époque où les premiers agriculteurs, les premières sociétés sédentaires s'installaient autour de Toulouse. Dans cette époque, on appelle le Chasséen. Et c'est un archéologue réputé, Jean Vaquer, qui a beaucoup travaillé sur cette période dans des sites de Seille, de Saint-Martin-du-Touche et des environs, qui présente un peu quelles étaient ces sociétés, les premiers Toulousains, si on peut dire, installés durablement. Il y a un autre livre qui est écrit par Mathieu Grenier, qui se rapporte à 1721, car un peu par hasard, parce qu'il y avait la peste à Marseille, il a fallu détourner un convoi de Turcs de plus de 80 personnes avec un ambassadeur du sultan qui se rendait à Versailles, s'est retrouvé à Toulouse au grand désarroi des autorités toulousaines qui n'étaient pas prévenues, qui n'attendaient pas, etc. Donc il a laissé un récit qui permet de se faire une idée de ce qu'était Toulouse à travers les yeux d'un Turc, d'un ambassadeur du sultan, au moment d'ailleurs où Montesquieu était en train de commencer à rédiger ses lettres persanes, qui sont en fait pratiquement sur le même thème, et puisque c'est l'époque de la Régence, au début du règne de Louis XV. Et puis Christine Doucet, qui fera la prochaine conférence, 1799, c'est la fin de la Révolution. Et le Midi toulousain est en proie à une grande révolte royaliste qui tente de s'emparer de la ville. Ils ne réussiront pas, ils seront ensuite écrasés. Mais c'est peu connu parce que quelques semaines après, Napoléon c'est le coup d'État de Bonaparte, de 18 Brumaire. Et donc ces épisodes de fin de révolution sont passés un peu dans les oubliettes de l'histoire, même si ce sont des épisodes qui méritent intérêt parce que ça permet de faire une étude de la société toulousaine et de ces tensions à la fin de la Révolution. Donc aujourd'hui, Sandrine Pons, qui est à mes côtés, donc, est une jeune historienne qui a travaillé notamment pour soutenir une thèse sur la criminalité en Haute-Garonne au XIXe siècle, notamment dans les rapports entre criminalité masculine et criminalité féminine, nous a proposé, à l'occasion de ses recherches, elle était tombée sur cette affaire qui l'avait intriguée, d'approfondir une affaire assez spectaculaire d'étrangleuse de la rue Arago. La rue Arago, une petite rue qui se trouve dans le secteur derrière la gare. Et voilà, des minimes. Et qui donc a défrayé la chronique. Alors, nous avons affaire ici à un événement,
ce qui est un peu l'objectif de notre collection, c'est de partir d'une date qui a été marquée par un événement avec des acteurs, des personnages, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au-delà de cet événement, c'est essayer de voir ce que ça révèle des profondeurs de la société toulousaine, ce que ça nous permet de comprendre de l'état de la ville à un moment donné à travers un certain nombre de problématiques. Ici, il s'agit plutôt de la place des femmes dans la société, des rapports entre les femmes et la justice, de la façon dont la justice se traite et de l'écho que ça a aussi dans le public. C'est de cela que nous avons essayé de parler. Et donc, à partir de cette affaire qui est, je dirais, une affaire pas banale, mais malgré tout une affaire qui reste assez délimitée de par son intérêt, on peut, en allant rechercher derrière, s'apercevoir que le côté un peu exceptionnel et spectaculaire est révélateur de choses beaucoup plus profondes qui nous permettent de comprendre un peu ce qu'était la société à la belle époque, puisque nous sommes pratiquement en 1900. Donc, Sandrine Pons, peut-être une première question toute simple, voilà, c'est de nous résumer rapidement qui sont ces étrangleuses et qu'est-ce qu'elles ont fait d'horrible à Toulouse autour de 1899. Alors déjà, il faut dire que c'est pas la justice qui les appelle les étrangleuses, même si elles ont commis donc une strangulation. C'est la presse qui tout de suite les a appelées soit les étrangleuses de Toulouse, soit les étrangleuses de la rue Aragon, puisque le crime s'est déroulé donc dans la rue Aragon, dans le quartier des Minimes. Alors tout commence en fait en septembre 1898, quand une poissonnière de la halle d'Arnaud Bernard disparaît subitement et que sa famille signale la disparition à la police. La famille trouve que la disparition est quand même un peu inquiétante parce que cette femme avait beaucoup de projets, elle allait se marier, elle était à la recherche d'un bien immobilier. Et puis, surtout, c'est une femme qui avait une habitude qui est jugée dangereuse par le procureur qui instruit l'affaire, puisqu'elle avait l'habitude de porter toutes ses économies sur elle, dans une poche qu'elle posait sous ses jupons. Et surtout, elle avait la malheureuse habitude de dire à tout le monde que de son séjour en Amérique pendant quelques années, elle s'était beaucoup enrichie et que donc elle portait toute sa fortune sur elle. Elle refusait de la placer en banque parce qu'elle faisait absolument pas confiance aux banquiers. Donc la famille craint en fait qu'elle était la proie d'un crime crapuleux. Et comme c'est souvent le cas dans les affaires judiciaires au XIXe siècle, c'est souvent la population qui désigne les coupables. Donc très vite, il y a deux noms qui sont sur toutes les lèvres. C'est Marguerite Bardy et Marie Gaillard. Et donc la police va les interroger. Et très vite, Marguerite Bardy va passer aux aveux et donc va raconter comment, avec sa complice Marie Gaillard, elles ont d'abord poser un guet-apens pour attirer la malheureuse dans une maison de la rue Aragon qu'elles avaient sous-louée pour l'occasion, parce que le crime est très prémédité, il a été préparé plusieurs semaines à l'avance. Et comment, une fois attirées dans la maison, elles l'ont étranglée avec une corde qu'elles avaient préparée aussi, elles avaient préparé le nœud coulant. Et comment ensuite, la nuit venue, elles avaient déposé la dépouille dans une fosse abandonnée, parce que en 1898, le quartier des Minimes, c'est un quartier maraîcher. Donc il n'y a pas beaucoup de maisons, ça ne ressemble pas du tout au quartier qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, au fond d'un champ, elles ont déposé dans une fosse la dépouille de Justine Lichardos. Et à partir de là, du coup, la police va récupérer le corps. Elle va récupérer le corps un dimanche, ce qui fait que tous les habitants du quartier, il y en a même certains qui montent sur les toits, sont là pour assister à la levée du corps. Et à partir de là, la presse locale s'emballe et commence à raconter le fait divers. Alors, je pourrais peut-être ajouter une dernière chose, c'est qu'au XIXe siècle, contrairement à aujourd'hui, l'instruction est très courte et donc le procès vient très rapidement après les faits. Donc là, les faits ont lieu en septembre 1898 et le procès en février 1899. Donc c'est une justice qui est rapide. Voilà. Alors, parmi les choses, disons, que vous développez, c'est vous interrogez en fait ce genre de crime. Est-ce que c'est un crime courant ? Notamment lorsque ça implique des femmes. Est-ce que les femmes sont des criminels que l'on voit souvent devant les tribunaux ? Et aussi, l'originalité, c'est qu'on a affaire à un coup monté par deux femmes et que la victime aussi est une femme. Donc on est dans un univers très féminin, en tout cas
sur la scène de crime, si je puis dire. Donc un peu, qu'est-ce qu'il en est des femmes face à la criminalité au XIXe siècle? De quoi on les accuse? De quoi? Et est-ce que ce crime est un peu inhabituel? Alors, à l'échelle nationale, surtout le 19e siècle, on estime environ que parmi tous les accusés de crimes, 15% sont des femmes. Donc, les femmes sont très minoritaires. C'est à peu près les mêmes proportions en Haute-Garonne. Et la plupart des femmes, alors sur le début du 19e siècle, sont plutôt poursuivies pour des vols, en particulier beaucoup de vols domestiques. Et puis, sur la fin du 19e siècle, c'est plutôt pour des infanticides. Donc en fait, quand on regarde tous les homicides confondus, donc au 19e siècle, il y a bien sûr les infanticides, donc le meurtre, je dis bien sûr parce que c'est le crime pour lequel les femmes sont le plus accusées. Donc il y a des infanticides, le crime du nouveau-né, il y a des parricides, donc le meurtre des parents, il y a les empoisonnements, et puis ensuite il y a les meurtres et les assassinats. Et c'est exactement pour les meurtres et les assassinats la même distinction que dans le code pénal d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'assassinat est prémédité. Et donc quand on regarde tout homicide confondu, les femmes sont accusées en Haute-Garonne à 88% pour des infanticides. Donc en fait, c'est assez rare que des femmes commettent des meurtres et des assassinats. Et parmi les 10% de femmes qui donc sont accusées de meurtre ou d'assassinat, Marguerite Bardy et Marie Gaillard sont les deux seules à avoir composé une équipe entièrement féminine. Sinon, c'est plutôt des femmes qui sont associées à des hommes, surtout lorsqu'on s'en prend à une victime qui n'est pas très connue, qui est une vague connaissance. Parce que la plupart du temps, les femmes qui sont accusées de meurtre ou d'assassinat tuent dans leur entourage proche. Un mari, un amant, un voisin, voilà, un enfant. Donc c'est très rare que des femmes s'en prennent à une personne qu'elles connaissent très peu. Ce qui est le cas de Marie Gaillard et Marguerite Bardy, qui ont déjà aperçu cette poissonnière aux Halles d'Arnaud Bernard parce qu'elles y ont fait des petits boulots, comme on dirait aujourd'hui, mais c'est pas quelqu'un qu'elles connaissent très bien. Mais elles ont entendu dire, évidemment, qu'elle portait son argent sur elle. Et comme c'est des femmes qui étaient endettées, elles ont trouvé là une solution pour régler leurs dettes. Voilà. Donc en fait, si cette affaire est singulière, comme je voudrais dire que c'est une affaire qui est singulière, pas qu'à l'échelle de la Haute-Garonne, c'est à l'échelle française. Parce que c'est assez rare d'avoir des équipes entièrement féminines au XIXe siècle. Mais ce qui est aussi étonnant dans cette affaire, c'est que la plupart des femmes, elles utilisent soit une arme à feu, en grande majorité, elles utilisent une arme à feu, soit un couteau. Et donc là, le choix de la strangulation, c'est vraiment très, très étonnant. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que la presse s'est focalisée sur cette idée des étrangleuses. Parce que quand on voit des femmes qui utilisent la strangulation, c'est surtout dans le cas d'infanticide. Mais dans les cas d'infanticide, le nouveau-né, il n'oppose aucune défense. D'ailleurs, on dévalorise beaucoup l'infanticide au XIXe siècle parce qu'on dit que pour une femme, c'est facile de tuer un nouveau-né qui n'a aucune défense. Alors que là, elles ont choisi ce moyen d'agir parce qu'il est silencieux, mais elles n'ont pas été trop de deux pour étrangler Justine Lichardos, qui est une femme assez robuste, vigoureuse, et qui, d'après l'instruction, en plus, s'est beaucoup défendue. Donc, il y a le mode de mise à mort qui est étonnant, il y a le fait que ce soit une équipe féminine, et puis le fait aussi que ce soit un assassinat prémédité. Je pourrais ajouter une dernière chose, il y a aussi le mobile. La plupart des femmes qui sont accusées de meurtre ou d'assassinat le font par jalousie ou parce qu'elles ont subi des violences conjugales. Là, c'est un crime vraiment crapuleux. C'est-à-dire qu'elles sont accusées d'assassinat et de vol parce qu'évidemment, une fois qu'elles ont tué Justine Lichardos, elles se sont empressées de fouiller ses jupons pour récupérer les fameuses économies ramenées d'Amérique. Voilà, alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, par son exceptionnalité, ce crime, en fin de compte, vous amène à réfléchir à ce qu'était la normalité, d'une certaine façon, de la criminalité féminine. Et donc, ça permet de révéler des choses sous-jacentes dans les profondeurs de la société et des mentalités et de la manière dont on perçoit les problèmes judiciaires et la criminalité. Et justement, ces femmes... ce sont donc des prévenus, des accusés un peu originales, parce que c'est des femmes et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, et parce que leur crime est un peu particulier. Et donc ça permet de révéler aussi la manière dont la justice regarde la femme criminelle à un moment
où la criminologie se développe. On a aussi des expertises psychiatriques qui se mettent en place. Donc comment on fait à Toulouse, et est-ce qu'il y a une originalité aussi toulousaine dans ce regard de la femme? Vous avez parlé, vous avez utilisé une expression que je trouvais intéressante, le capital moral, qui joue aussi beaucoup pour évaluer en fin de compte la qualité morale de la personne qui va comparaître devant ces juges. Alors, c'est vrai que depuis la moitié du 19e siècle, tous les historiens remarquent qu'il y a une volonté de la justice d'individualiser les peines. Donc, dès 1850, par exemple, on crée le casier judiciaire parce qu'on veut punir plus sévèrement les récidivistes. Donc, il y a une enquête, en effet, de moralité qui est faite sur les accusés, les hommes comme les femmes d'ailleurs. Il y a une notice individuelle, qui est un questionnaire qui, dans les villes, est rempli par le commissaire de police, où on cherche à savoir si la personne est libertine, si elle aime boire. Alors, le terme exact, c'est ivrognerie. Est-ce que ça donne à l'ivrognerie? Et puis, quelle est sa réputation dans son quartier? Parce qu'au 19e siècle, on vit encore quand même beaucoup en communauté. Tout le monde se connaît. Donc, en effet, le capital moral joue dans le verdict rendu. C'est inévitable, puisque, en plus, la particularité des assises, c'est qu'il y a un jury populaire qui est évidemment sensible à la réputation de l'accusé. Alors, il se trouve que dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que les 3 femmes qui sont les protagonistes. Alors, la malheureuse victime est une femme qui est divorcée. Donc, le commissaire de police n'est quand même pas tendre sur elle non plus. Elle est divorcée. Alors, le divorce est légal depuis 1884, mais donne encore mauvaise réputation. Et puis, donc c'est une femme qu'on trouve un peu criarde, qui a une grande voix, qui est un peu exubérante, extravagante. C'est pas trop ce qu'on attend d'une femme non plus au 19e siècle. Et puis, alors, pour les accusés, c'est plus grave. Elles sont carrément accusées d'être des femmes de mauvaise vie. Alors, il y en a une qui est accusée quasiment d'être une prostituée. Alors, on n'utilise pas le terme, mais enfin, quand on lit les travaux d'Alain Corbin sur les filles de noces, on retrouve toutes les représentations de la prostituée dans sa description, c'est-à-dire qu'elle aime boire. Donc, au 19e siècle, une femme n'est pas censée aimer boire de l'alcool. C'est, on va dire, si on peut dire ça, une activité réservée surtout aux hommes. Mais là, on leur reproche même pas de trop boire, parce que la justice reproche souvent aux hommes de trop boire, c'est-à-dire de boire en trop grande quantité et de façon trop fréquente. Là, c'est juste le plaisir de boire qui leur est reproché, parce que apparemment, elles sont jamais saoules. Elles ne s'occupent pas de leur intérieur, de leur ménage, de leur famille. Donc, ce ne sont pas des bonnes mères de famille qui se sacrifient pour leurs enfants. Et puis surtout, ce sont des femmes qui ne respectent pas le cadre matrimonial et qui entretiennent des relations extra-conjugales, à tel point que même il y en a une qu'on accuse quasiment de proxénétisme. On l'accuse d'avoir monté en douce une maison de rendez-vous, donc une périphrase à peine voilée pour parler d'une sorte de maison close souterraine. Donc, tout de suite, on va focaliser sur leur mauvaise réputation. Et en fait, la mauvaise réputation, elle va servir à expliquer le crime. Si elles en sont arrivées là, c'est parce que ce sont des femmes qui ne respectent pas la norme, qui ne respectent pas les règles de la féminité, puis qui sont même en dehors de la féminité. Et comme vous l'avez dit, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, il y a plein de disciplines qui sont en train de s'ériger en sciences. Donc, il y a la criminologie, notamment, qui est en train de s'ériger en sciences et qui s'intéresse beaucoup à la criminalité féminine, parce que statistiquement, elle est faible, et donc ça intrigue beaucoup les criminologues. Ils cherchent à expliquer cette particularité statistique. Il y a la psychiatrie qui est en train aussi de s'ériger en sciences, et donc la justice, de plus en plus, va appeler les psychiatres à faire des expertises, en particulier pour savoir si l'accusé est responsable et peut donc subir un procès, ou bien s'il doit être interné. Et alors, la particularité de Toulouse, c'est que je n'ai trouvé aucune femme accusée d'homicide qui a subi une expertise psychiatrique. Alors que
à l'échelle de la France, la plupart des historiens signalent justement que les femmes subissent davantage d'expertise psychiatrique que les hommes, c'est-à-dire qu'on a un soupçon de folie qui est plus fort sur les femmes que sur les hommes. Et en Haute-Garonne, c'est absolument pas le cas. Alors moi, je crois qu'en fait, les magistrats craignent que les psychiatres rendent en quelque sorte un verdict médical de non-responsabilité et que du coup, les femmes ne soient pas traduites devant la cour d'assises. Et eux, ils ont cette volonté très forte de pouvoir les amener jusqu'au procès pour prouver que des femmes peuvent aussi tuer. Parce qu'un des grands débats de cette époque, c'est est-ce qu'une femme est véritablement capable de tuer ? Et surtout, est-ce qu'une femme peut tuer toute seule ? Puisque beaucoup de meurtres ou d'assassinats crapuleux, donc qui ont comme motif le vol, ce sont des couples mixtes, un homme et une femme qui agissent. Et donc, évidemment, la répartition des rôles, la justice, elle ne cherche pas trop. C'est l'homme qui a tué parce qu'il est plus fort physiquement, et c'est lié à sa nature, on pense-t-on à cette époque. Et les femmes sont faibles physiquement. Donc, en fait, on pense qu'elles n'ont pas eu la capacité physique, voire même psychologique, parce qu'elles sont trop sensibles, de pouvoir tuer. D'ailleurs, c'est une question qui est posée au procès. Est-ce que deux femmes sont véritablement capables de tuer ? Et il y a un avocat de l'une des deux accusées qui va dire « Mais cherchez l'homme quand même, est-ce qu'il n'y a pas un complice ? Est-ce que vous pensez vraiment que deux femmes ont pu, en plus, commettre une strangulation qui demande quand même certaines capacités musculaires ?» Alors, ce sont des femmes, la victime, les criminels, mais face à elles vont se trouver face à des hommes, puisque dès l'enquête, les policiers sont des hommes, les magistrats sont des hommes, les avocats sont des hommes, le jury, ce sont des hommes. Donc, comment ça se passe, ce rapport entre les... Et en même temps aussi, vous dites qu'il y a un double rapport de force, de classe et de genre, puisque également, toutes ces personnes appartiennent plutôt à des milieux de la bourgeoisie ou petite bourgeoisie, voire d'une bourgeoisie déjà bien installée au niveau des magistrats, et qu'on a affaire à des gens qui sont issus des milieux populaires, et même, disons, des classes un peu, des gens un peu déclassés dans la société toulousaine. Ah oui, elles sont soumises au double rapport de force, de classe et de genre. D'abord, en Haute-Garonne, donc au XIXe siècle, il y a à peu près 96% des accusés qui sont issus des classes populaires. Donc, c'est le cas dans cette affaire. Et en effet, les policiers, les magistrats, les journalistes sont tous des hommes. Donc, elles n'ont affaire qu'à des hommes. Oui, le jury aussi n'est composé que d'hommes. Donc, c'est une vision très androcentrique. Alors attendez, j'ai perdu la question. Non, mais ah oui, et donc en effet, oui, absolument, le regard, les magistrats, comme vous disiez, en effet, sont issus de la bourgeoisie et donc ont une vision très bourgeoise aussi de la féminité. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de vivre avec des femmes qui souvent vivent au foyer, qui ne travaillent pas et apparemment, ils ne savent pas que dans les milieux populaires, les femmes font des travaux très physiques, que ce soit dans les campagnes ou même en ville, et que donc elles sont très musclées. Et d'ailleurs, dans l'instruction, il y a des hommes du peuple qui le disent. Mais enfin, vous les sous-estimez, parce que les hommes du peuple savent très bien que les femmes ont des capacités physiques. D'ailleurs, il y a un élément qui est assez intéressant. Les hommes du peuple, quand ils veulent choisir une future épouse, les moyens de séduction sont assez brutaux. Généralement, ils frappent, ils pincent, parce qu'ils veulent voir un petit peu la résistance de leur future épouse et voir si elle va pouvoir assumer un certain nombre de travaux physiques. Donc les hommes du peuple, eux, ne sont pas dupes. Mais les magistrats, eux, ont une vision de la femme, du coup, qui est comment dire, qui est biaisée un petit peu. Oui, voilà. Qui a des vapeurs. Voilà, oui. Et donc, et ça pèse aussi dans la façon d'analyser les choses. Et alors, un autre élément aussi qui est très important dans cette affaire, c'est, comme vous l'avez signalé dans votre petite introduction, c'est que c'est un procès qui va avoir un écho assez important au niveau local et même dépasser le niveau local vers le niveau national, et que donc la presse et le public
vont être des acteurs importants du déroulement du procès, puisque quotidiennement, la presse rend compte de façon très détaillée de tout ce qui se passe, et qu'il y a un public très nombreux, notamment un public féminin. Et là, contrairement à ce qu'on vient de dire, c'est un public très mélangé socialement, puisqu'on a des dames, là vous avez une belle description de la dépêche, on voit des dames avec des beaux chapeaux, etc. Et puis les femmes du peuple qui sont côte à côte, mélangées pour essayer d'assister au spectacle, parce qu'il y a un côté très spectaculaire de cette justice. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors oui, l'affaire, sur le plan local, a des répercussions assez importantes. Donc, elle est l'objet d'articles vraiment assez longs. À l'échelle nationale, je dirais que c'est plutôt à l'état de brève, en tout cas au moment de la disparition. Et pour le procès, il y a des petits comptes rendus dans pas mal de journaux nationaux. Donc c'est surtout les journaux locaux qui sont les plus intéressants parce que alors on a des articles très très longs. Donc on sait que le procès intéresse beaucoup la population toulousaine puisqu'apparemment on se bat pour rentrer dans l'enceinte judiciaire du tribunal. La dépêche nous raconte même que des gens se sont installés avec un matelas sur le trottoir toute la nuit pour s'assurer une place à l'intérieur de la salle d'audience. Donc c'est pour montrer que le procès intéresse et évidemment tout le monde ne peut pas rentrer, l'infanterie doit intervenir. Et puis la dépêche raconte qu'on ne savait pas que les corps pouvaient être aussi compressibles parce qu'apparemment à l'intérieur de la salle d'audience, tout le monde s'installe où l'on peut. Apparemment certains montent sur les fenêtres pour pouvoir voir d'abord les deux étrangleuses, voir à quoi un peu elles ressemblent. Alors là-dessus, apparemment la presse est très déçue. C'est des femmes ordinaires, habillées tout en noir, de façon assez ordinaire. Donc, on ne voit pas un physique de criminel né, pour reprendre un peu l'idée d'un grand criminologue italien, justement, du 19e siècle, César Lombroso. Et donc, en effet, à l'intérieur de la salle, donc les journalistes nous décrivent tout ce brouhaha, toute cette population. Donc, ils nous parlent des avocats ou des jeunes étudiants avocats qui viennent assister au procès, qui sont intéressés par le procès, mais aussi de tout un public qui apparemment est mixte, mais eux, ils focalisent sur le public féminin. Alors, on voit en effet la mixité sociale, puisqu'il y a les femmes, nous dit-on, de la place Mage, donc des beaux quartiers de Toulouse, qui ont revêtu leur dernier costume à la mode, qu'on nous décrit en détail, les plumes sur les chapeaux, les belles robes, des robes d'ailleurs qui sont imposantes, qui prennent de la place, et du coup qui ne laissent pas assez de place aux hommes magistrats, aux avocats qui sont là pour assister sérieusement au procès, et pas comme ces femmes-là qui sont futiles, qui pensent qu'à se montrer, qui croient qu'un procès d'assises, c'est comme assister à l'opéra ou au théâtre. D'ailleurs, certains journalistes ironisent, ils disent qu'il manque plus que l'ouvreuse et puis la distribution des cacahuètes, en quelque sorte. Et donc, ce que tout ça nous signifie, c'est qu'on discrédite énormément les femmes qui viennent assister au procès, qui ne sont pas sérieuses. Et en quelque sorte, on est en train de nous justifier le fait que heureusement que les femmes ne sont pas magistrats, heureusement que les femmes ne sont pas jurées d'assises, parce qu'elles ne sont pas bien sérieuses, très futiles. Voilà. Et donc, les pauvres femmes du peuple, elles aussi, sont décrites dans un autre style, criardes, sachant pas se tenir, elles aussi incapables de pouvoir assumer une tâche importante en tant que citoyenne ou en tant que magistrate. Et pourtant, juste après ce procès de 1899, l'année d'après, en 1900, les femmes vont pouvoir devenir avocates. Et il faut savoir que la première avocate à plaider aux assises en France, elle a plaidé à Toulouse. C'est Marguerite Dian. Voilà. Oui, c'est une Gersoise. Ça, c'est un élément intéressant. Puisque et les femmes rentrent dans le système judiciaire plutôt à partir de la Libération. Oui, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elles peuvent être magistrates en 1946 et qu'après, les jurys d'assises vont aussi s'ouvrir aux femmes à partir de 1944, quand elles vont obtenir le droit de vote. Oui, parce que c'était lié, en fait, être jury, c'était lié aussi aux listes électorales. Sur les listes électorales. Alors à cette époque-là, c'était assez compliqué. La désignation du jury, il y avait des commissions de sélection qui étaient validées par le maire de la commune, mais enfin, il n'y avait que des hommes qui pouvaient prétendre être jurés. Voilà, alors pour terminer, c'est vrai que c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit localement
et qui est ensuite un peu retombé à l'oubli. On l'a évoqué dans quelques jurisprudences plutôt locales. Mais vous terminez aussi par, disons, une réflexion un peu plus large sur justement ces femmes criminelles qui s'associent, en évoquant par exemple quelques affaires qui ont défrayé la chronique, notamment dans les années 20-30, Violette Nozière notamment, les sœurs Papin. Que vous pouvez dire quelques mots pour faire une comparaison un peu et élargir un peu le débat. Oui, alors je vais juste préciser que quand même cette affaire des étrangleuses de Toulouse, elle a servi aux magistrats toulousain, puisque quelques années plus tard, en particulier en 1903, il y a une femme qui est accusée d'avoir précipité son beau-père dans le puits de la propriété et qui est accusée aux côtés de son amant. Et l'enjeu du procès, c'est de savoir si l'amant a véritablement participé au crime, puisque lui le nie et elle assure que c'est surtout lui qui, par sa force physique, a réussi à précipiter le vieil homme dans le puits. Et là, le procureur, enfin, l'avocat général plutôt, va rappeler dans son réquisitoire qu'il ne faut pas s'y tromper, que les femmes sont capables de tuer, et il rappelle qu'il y a eu 2 étrangleuses à Toulouse qui ont commis toutes seules un crime, et que donc c'est bien possible. Donc cette affaire va quand même servir dans la jurisprudence pendant quelques années à Toulouse. Oui, donc après, on peut dire que ces équipées criminelles féminines ont toujours fasciné. Donc vous parlez des sœurs Papin, en effet, qui sont extrêmement connues, qui ont fait l'objet de beaucoup d'œuvres artistiques même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont aussi suscité une réflexion dans la presse, des psychanalystes en particulier, de Lacan, et qui a réfléchi sur justement les rôles des duos dans la perpétration d'un crime, et a montré comment l'un et l'autre pouvaient s'influencer pour arriver à leur fin. Et une dernière chose aussi qui était intéressante, c'était un lien qu'on pouvait faire avec les étrangleuses de la rue Aragon, c'est que dès que 2 femmes sont accusées de crime, tout de suite on a un soupçon d'homosexualité. C'est le cas pour les sœurs Papin, et j'ai oublié de le dire, c'est le cas pour les 2 accusées, les 2 étrangleuses, on les soupçonne aussi d'homosexualité. Alors, on n'arrive pas à le prouver, mais quand même, on va les interroger sur le fait qu'elles ont dormi dans le même lit à plusieurs reprises. Et donc, comme c'est des femmes de mauvaise vie, qui apparemment sont pas difficiles à convaincre pour les hommes, bah pourquoi, après tout, elles ne seraient pas aussi homosexuelles? Et donc ça, c'est un soupçon récurrent, apparemment. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous invite à lire le livre parce que, comme vous voyez, on peut, à partir justement d'un événement, soulever des quantités de questions qui relèvent, je dirais, de problèmes qui peuvent avoir des résonances aujourd'hui. On parle, malheureusement, ces derniers mois, beaucoup de féminicides. On est dans un exemple un peu particulier ici de féminicide, même si c'est un féminicide d'origine féminine. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir, comme ça, faire un élargissement un peu de la réflexion. Mais on vous remercie et on vous souhaite un bon week-end. Vous avez pu écouter une rencontre avec Sandrine Pons à la librairie Ombre Blanche le 16 novembre 2019 autour de la publication de son livre 1899, Les étrangleuses de la rue Aragon aux éditions Midi-Pyrénéennes dans la collection Cette année-là à Toulouse.